Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons l'enquêteur du paranormal en personne, Christian R. Page. En chronique, Frédéric Moreau vient nous parler de la prochaine édition du Festival Transamérique. Et Élise Lucie Henri Pain nous fait découvrir 3 livres concernant H.P. Lovecraft et publiés aux éditions Bragelonne. Mais pour commencer, voici les étranges en bref. Égypte. Mandou El-Damati, le ministre égyptien des Antiquités, a confirmé la présence de 2 chambres inconnues dissimulées dans la tombe de Toutankhamon, une découverte appuyée par des analyses radar effectuées par un expert japonais cet automne. Sur ces images radar, le spécialiste a discerné des espaces vides contenant des matériaux organiques et métalliques. Des résultats préliminaires qui semblent très prometteurs. Argentine. Le pays du tango vient de fermer définitivement son unité de recherche sur les ovnis. Une décision qui semble avoir été prise par le nouveau président, Mauricio Macri. En 5 ans d'existence, l'unité de recherche aurait enquêté sur 10 cas d'observation d'ovnis. Il semble bien que l'austérité n'épargne personne. Bermudes. Des scientifiques ont avancé une nouvelle théorie pour résoudre le mystère du triangle des Bermudes, basé sur la présence de cratères au fond de la mer. Selon ces chercheurs, ces cratères seraient créés par d'énormes éruptions de méthane. La question est maintenant de savoir si l'éclatement de bulles de méthane est suffisant pour couler un navire. Les experts promettent de présenter leurs conclusions en avril. Israël. Des archéologues israéliens ont réalisé un portrait robot de Jésus. Pour réaliser ce portrait, ils se sont basés sur le crâne d'un homme de Galilée du 1er siècle, ainsi que sur des peintures et des documents sémites de l'époque. Les chercheurs soulignent toutefois que ce visage n'est pas exactement celui du prophète, mais une représentation beaucoup plus proche de la réalité. Mexique. Un homme a construit une pyramide au milieu du désert après avoir reçu la visite d'un extraterrestre nommé Eruleka. Ce dernier serait originaire d'une planète 20 fois plus grande que la Terre et située dans la constellation d'Orion. La pyramide, qui aurait 7 mètres de haut, aurait été construite à la demande du mystérieux visiteur. Groenland. Une mission afin de récupérer le corps de 3 hommes prisonniers des glaces depuis 74 ans devrait être relancée cet été. Les 3 hommes ont disparu dans une tempête lors d'une mission de sauvetage en 1942 qui visait à retrouver les survivants d'un bombardier B-17 abattu par les nazis. Espérons que cette mission ne soit pas encore une fois mise sur la glace. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Comme première chronique, nous recevons Frédéric Moreau qui vient nous parler d'un événement très particulier qui a lieu à Montréal à chaque année. Oui, tout à fait. Fred, bonjour. Bonjour Jason, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, très bien. Donc, tu viens nous parler d'un festival. Quel festival? Le Festival Transamérique, Oui. en fait, qui est un des plus gros festivals, sinon le plus gros festival de théâtre donc à Montréal, qui se passera cette année du 26 mai au 8 juin, puisque c'est un festival, les dates changent d'année en année, alors c'est important de le préciser. Et pourquoi tu voulais nous parler de ce festival-là en particulier aujourd'hui? Parce que, premièrement, en théâtre, c'est un festival extrêmement important et en danse aussi, ils font beaucoup de danse-théâtre, et c'est vraiment les nouvelles tendances de l'heure qui ont tendance à être assez étranges par l'effet qu'elles veulent nous créer ou par leurs propos des fois. Alors, je trouvais que ça cadrait bien dans l'étrange programme. J'imagine qu'il y a souvent des œuvres qui sont subversives, c'est un peu ça que tu veux... Effectivement, œuvre subversive, mais des fois, on va pas vers la subversion, on va juste vers le questionnement ou vers une méthode aussi très différente. Et qui dit méthode différente dit résultat différent. Donc.
Puis ça, bon, c'est du théâtre qui vient d'un peu partout dans le monde. Oui, tout à fait. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis une vingtaine d'années. Une Le vingtaine Festival d'années? Transamérique, il a changé de nom, mais ça existe depuis quand même très, très longtemps. Parfait. Et toi, ben, tu voulais nous suggérer, en fait, deux, trois pièces là, qui vont aller voir dans l'événement. Les suggestions de Frédéric aujourd'hui. Oui. Alors donc, oui, effectivement, je vais vous proposer 3 pièces assez marquantes, je pense. Naturellement, je ne les ai pas vues, mais j'ai bien hâte d'y être. Alors, la première pièce est une œuvre allemande qui s'appelle donc Das Weiß vom Hai, donc qui veut dire le blanc de l'œuf en allemand. Mais c'est traduit en français par Une île flottante. Pourquoi nous aurons le loisir de voir vaudeville. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi du vaudeville? Oui, bien absolument, c'est du théâtre humoristique. On pense souvent à des gens qui rentrent et ils sortent par des portes. Hein? C'est exactement ça, tout à fait. Ils ont été inspirés en fait par Labiche, Eugène Labiche, qui est un auteur du 19e siècle assez connu en vaudeville. Et ils ont travaillé autour de ça. Donc, ce n'est pas une pièce de Labiche, mais ils ont travaillé autour des relations humaines, justement autour du vaudeville. Et donc, pour questionner justement ces relations humaines, en fait, un de ces comédiens dit que dans son théâtre, les personnages parlent et agissent continuellement. Or, dans la vie, il faut s'observer en train d'agir pour pouvoir questionner nos habitudes. Alors, c'est au travers de ça qu'on parle. Et le spectacle parle également de bilinguisme. Alors, donc, le metteur en scène étant allemand et français. Et en fait, il vient de Suisse, donc il parle allemand et français. OK, ça s'applique plus justement à la Suisse. Ça se pose beaucoup à la Suisse, mais aussi à nous. Oui. Étant donc dans le questionnement du un peu moins, mais entre l'anglais et le français, concept naturellement. Alors donc, on questionne ça de manière risible et aussi vraiment dans une pièce qui ressemble donc à être très, très burlesque. Celle-là va être présentée quand? Celle-là sera présentée le 26, 27 et 28 mai. Donc, on ouvre le festival avec Christophe Martalère. Donc, 3 représentations. L'autre que tu voulais nous suggérer? L'autre, on se retrouve donc avec, je vais le reprendre, Golden Moses de Romeo Castellucci. Castellucci, figure très connue du théâtre contemporain. Ah oui? Et là, figure subversive. Okay. Là, on est dans la subversion, tu vas aimer ça, là. Où là, on questionne la figure de Moïse avec Go Down Moses, donc naturellement pour descendre Moïse. On questionne en fait l'idée du rituel. Donc, par rapport à Moïse qui s'est retrouvé avec les tables de la loi, etc. On connaît l'histoire de Moïse. Et Romeo Castellucci voit Moïse comme étant marqué par vraiment une solitude et il fait témoigner sa mère, donc la mère de Moïse, comment elle l'a eu, etc., etc. Et là, sa mère qui s'en est débarrassée dans un panier d'osier? Oui, tout à fait, effectivement. Oui, effectivement. Il l'a retrouvé, c'est bon? Oui, il l'a retrouvé, visiblement. Et on travaille beaucoup avec l'image chez Castellucci. En fait, lui-même parle d'irreprésentabilité. Alors, donc, comment on fait pour pouvoir créer des images que le spectateur interprète à sa propre manière? Donc, sûr que le principe narratif. des icônes, c'est important dans le domaine religieux aussi. Donc... Oui, tout à fait. Et justement, le principe des icônes a beaucoup marqué. Est-ce qu'on peut représenter une figure dans une religion? Est-ce qu'on peut ne pas la représenter dans une autre? Alors, tout ce questionnement-là autour de Go Down Moses. Parfait. Et c'est représenté ça quand, ça? Celui-là sera le 2, 3 et 4 juin. Parfait. Et la dernière pièce que tu voulais nous parler? La dernière pièce, et non la moindre, je spécifie fort probablement l'objet le plus étrange du FTA, qui rappelle pour ceux qui ont été l'année passée Dancing Grandmothers, où il y avait plusieurs grands-mères qui dansaient pendant 1h30 environ, un spectacle qui était vraiment sur la joie de vivre. Okay. Cette année, on nous propose Gala de Jérôme Bell, où il y a amateurs et professionnels qui vont aller sur scène pour danser. Ah, OK. Alors donc, on compare la technique, donc la non-danse de l'amateur et la danse du professionnel. Donc là, on est plus dans la danse que dans le théâtre. Oui, là, on est beaucoup plus dans la danse quand même parce que... Donc, le Festival Transamérique présente autant du théâtre que des arts performatifs. Tout à fait. C'est vraiment les arts vivants de la scène. Habituellement, beaucoup plus la danse et le théâtre, puisque c'est ce que Martin Fauché, le directeur artistique, préconise. OK. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça
c'est présenté quand, cette... Gala présenté le expérience-là? 7-8 juin. Allez voir la bande-annonce sur fta.qc.ca. Tout particulièrement de gala, ça vaut la peine de voir les personnes danser, les amateurs danser, qui sont pas nécessairement à l'aise. Alors donc, tout ce questionnement sur l'art, justement, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qu'est un amateur? Qu'est-ce qu'est un professionnel? Beau questionnement. Parfait. Tu viens de donner le site Internet. C'est Oui. quoi les dates? Rappelle-nous du festival. Alors, donc, le festival sera présenté du 26 mai au 8 juin. Il y en a maintenant une très, très grosse programmation. Allez voir ça sur fta.qc.ca. Bien, parfait. Bien, merci Frédéric. Merci à toi. Donc, c'est maintenant le temps de recevoir notre invité de la semaine, Christian Herpage, qui vient nous parler de son livre « L'enquêteur du paranormal au cinéma ». Salut! Bonjour. Salut! Alors, Christian Page, bienvenue sur notre plateau. Ça me fait plaisir. C'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es diplômé en communication à Oui. l'Université de Montréal. Oui. Tu as collaboré à plusieurs documentaires tels que Aux frontières de l'inexpliqué, Rencontre avec l'au-delà, Des histoires extraordinaires. Oui. Une grosse partie du public aussi te connaît pour les chroniques que tu fais à Dutrisac. Oui, absolument. À tous les mercredis Tous les après-midi. mercredis après-midi Au de 98.5 FM. ça. Je fais ça de 14h30 à 15h. Voilà. Et donc, voilà, on a fait un petit bio, mais qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser comme journaliste au paranormal? Oui, c'était assez amusant parce que tu dis comme journaliste, mais en réalité, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le bon terme. Non? OK. C'est plutôt le paranormal qui m'a amené au journalisme et non pas l'inverse. Donc, adolescent, j'ai commencé à m'intéresser au paranormal parce que, comme beaucoup de gens, parce que faut savoir que dans les pays industrialisés, 50% des gens disent croire aux phénomènes paranormaux. OK. Donc, c'est une personne sur deux. En fait, c'est le phénomène qui fait appel aux croyances qui est le plus important après les grandes religions institutionnalisées. Ah, ouais. C'est amusant parce que dans les universités, on parle ouvertement des religions, mais on n'aime pas trop parler des phénomènes paranormaux. Oui, c'est moins bien Et perçu. pourtant, même si sur le plan social, c'est un phénomène qui fait partie de la culture humaine depuis toujours. Ça fait partie des mythes modernes. Puis, Mais plus que des mythes modernes, même dans l'Antiquité, on avait des rituels funéraires, ce qui montre bien, même à l'époque préhistorique, on avait des rituels funéraires, ce qui montre bien que depuis que l'homme existe, croit à une dimension surnaturelle, une vie après la mort ou peu importe. Donc, c'est le phénomène culturellement le plus important après les religions, là, au niveau des croyances. Et pourtant, on n'aime pas trop en parler dans des cadres académiques. Ouais. Tout ça pour dire qu'une personne sur deux dit croire aux phénomènes paranormaux. Et ce qui est assez surprenant, c'est que 30% de la population occidentale dit avoir vécu des phénomènes étranges. Ah ouais, OK. Donc, et là, évidemment, on se comprend bien que la fourchette est grande. Là. Ça va des gens qui disent avoir vu des ovnis, des gens qui ont vécu des synchronicités, donc des hasards à répétition qui sont un peu surprenants, et ceux qui disent aussi avoir vu des fantômes. Donc, on a toute cette brochette de phénomènes inexpliqués. Donc, moi, adolescent, j'ai vécu l'un de ces phénomènes. Ce serait trop long à raconter ici, mais c'est un peu un phénomène associé aux fantômes. Là. OK. Et à partir de là, ça m'a allumé. J'ai dit, wow, c'est vraiment extraordinaire. Donc, fasciné par les phénomènes paranormaux. Donc, avant même tes études, tu étais déjà fasciné par la absolument. question. Donc, j'étais fasciné par ce sujet-là et je souhaitais trouver un moyen d'expression qui me permettrait de parler de ces phénomènes-là. Alors, évidemment, comme il n'y a pas de milieu académique où on parle de phénomènes paranormaux, je ne pouvais pas devenir professeur de phénomènes paranormaux. Donc, j'ai choisi les communications et ça fait maintenant, là, depuis le milieu des années 80 que je m'exprime sur à peu près tous les médias, médias écrits, médias électroniques, sur les phénomènes paranormaux. J'aime que tu mentionnes, excuse-moi, mais j'aime que tu mentionnes que je suis journaliste, donc on se comprend bien que Pas tout le monde qui... Non, mais ce que je suis pas un chasseur de fantômes, je suis pas un coureur d'ovnis, donc j'évite toute forme d'explication ésotérique ou mystique lorsque je m'intéresse aux phénomènes paranormaux. Je parle de phénomènes que je peux vérifier, des faits vérifiés, vérifiables, que j'ai faits, et je laisse aux gens tirer leurs conclusions. Il y a une méthode scientifique qui est quand voilà, même une rigueur d'investigation que je maintiens. Puis aux yeux de plusieurs, tu peux être perçu aussi quand même comme quelqu'un de sceptique. Oui, c'est en vrai. général. C'est Malgré vrai. le fait que tu viens de nous dire que tu avais assisté toi-même à un phénomène Ouais. paranormal que tu n'as jamais pu expliquer. Non, jamais. C'est amusant aussi cette notion de sceptique. En fait, je dirais que être sceptique, à mon avis, me semble être la position la plus raisonnable. Parce que sceptique, ça veut dire je suis pas convaincu. Regardons les évidences, je suis pas convaincu. Mais c'est vrai qu'au Québec, les discours sont très polarisés. Hein. D'un côté, on a les gens qui croient à peu près à n'importe quoi.
que je m'amuse à appeler les paranormaleux. Hein. Ils croient aux conspirations, aux monstres du Loch Ness, aux extraterrestres. Tout ce qui sort de l'ordinaire, ils y croient. Et de l'autre côté, c'est peut-être pour la raison pour laquelle on n'utilise pas trop l'expression sceptique dans les milieux journalistiques, c'est parce que les sceptiques, on le sait au Québec, on a une association militante de sceptiques. Et j'aime pas être associé à ces gens-là parce qu'à mon avis, c'est un peu l'autre courant du balancier. Ou bien tu crois à tout ou tu crois à rien. Comme celle qui est aux États-Unis aussi, qui sont rendus très fermés. Oui, qui sont très radicalisés. D'ailleurs, ce groupement-là a commencé d'abord, ça s'appelait le Cercle zététique aux États-Unis. Et ensuite de ça, c'est devenu le CSICOP, le Committee for Scientific Investigation of Claim of the Paranormal, le comité d'enquête sur les phénomènes scientifiques sur les phénomènes paranormaux. Ils se sont tellement radicalisés qu'aujourd'hui, ils s'appellent le CSI, comme qui veut dire Committee for Skeptical Inquiry. Donc, on le dit même, on n'est même plus dans le cadre d'une investigation scientifique, on est dans le cadre d'une investigation sceptique. Là. Donc, on est vraiment dans une radicalisation du mouvement. Qui est déjà biaisé à la base. Voilà. Et dans ce milieu-là, ce qui est un peu agressant aussi, c'est que les deux discours sont très polarisés. Hein? C'est où tu y crois ou tu y crois pas. Il n'y a pas de juste milieu. C'est assez étonnant parce que, étonnant et même amusant à la rigueur, c'est que ces groupements-là, même si le discours est très différent les uns des autres, ils partent tous de la même prémisse, et cette prémisse, c'est la science n'a plus rien à découvrir. Tout ce qui avait à être découvert a été découvert. Okay, ouais. Donc, pour un croyant, si je suis en présence d'un phénomène paranormal, c'est forcément l'au-delà ou du surnaturel. Et de l'autre côté, les sceptiques, si je suis en présence d'un phénomène inexpliqué ou inexplicable, c'est forcément une fraude ou une manipulation. Oui, parce que, j'allais dire tantôt, parce que tu parlais des 50 tout ça, parce qu'on peut croire aux phénomènes paranormaux sans croire nécessairement à l'explication surnaturelle. Voilà, c'est ça. On peut tout simplement observer des phénomènes puis dire, ils existent, puis on les observe. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, moi, je suis j'essaie de me tenir au milieu, je dis, oui, les phénomènes paranormaux ou inexpliqués. Je dirais pas paranormaux, mais les phénomènes inexpliqués, il y en a. Il y en a dans toutes les sphères d'activité. Il y en a en astronomie, il y en a en médecine, des choses que la médecine n'explique pas. Et ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement l'au-delà, le diable qui se manifeste. Je pense que la science a encore des belles découvertes à nous offrir et certainement que des phénomènes paranormaux d'aujourd'hui seront la science de demain. Laissons la science progresser juste avec la encore. découverte des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles. On a encore plein de choses à découvrir. Les phénomènes de neurosciences, au cours des 10 ou 20 dernières années, il y a eu des percées dans le domaine des neurosciences qui jettent un éclairage nouveau sur les phénomènes de perception, particulièrement des phénomènes de perception que l'on a jusqu'à tout récemment associés à des fantômes. Hein, des hallucinations auditives, hallucinations visuelles, perception de toucher. Maintenant, on sait qu'il y a des mécanismes dans le domaine des neurosciences qui peuvent expliquer ça. D'ailleurs, on va revenir un petit peu là-dessus parce que tu abordes le sujet dans le livre. Justement, parce qu'on t'a invité pour ça, pour venir parler de ton nouveau livre qui s'appelle L'enquêteur paranormal au cinéma. Oui. Parce qu'il y en avait déjà eu 3 premiers tomes, mais qui n'étaient pas au cinéma. C'était L'enquêteur du paranormal. Donc, c'est le 4e de la trilogie. Oui, le 4e de la trilogie. Justement, est-ce que ça répondait à une demande particulière de ton lectorat, le fait de faire un opus spécial sur le cinéma? Absolument. Ouais. Donc, j'avais publié, comme tu l'as mentionné, 3 ouvrages qui s'intitulaient L'enquêteur du paranormal, où je parlais d'investigations que j'avais menées. Et au gré de ces enquêtes, bien évidemment, il y a plusieurs faits que j'ai enquêtés qui ont éventuellement qui ont été repris au cinéma. Mm-hmm. Et des gens me posaient des questions, ils me disaient « Oui, tu as enquêté sur tel truc, j'ai vu le film, est-ce que le film correspond assez bien à la réalité, tout ça? » Alors finalement, j'ai décidé de regrouper l'ensemble de ces investigations sur des faits qui ont été éventuellement transposés au cinéma et d'en faire cette version. Il y a des événements qui avaient déjà été traités dans les précédents livres? Non, pas du tout. Justement, il y a 15 films qui sont au total abordés dans le livre. Sur les 15, il y en a 9 qui ont été réalisés au cours des 15 dernières années. Ouais. Je voulais savoir comment tu avais fait ta sélection, en fait, puis s'il y a certains classiques qui n'ont pas été retenus parce que, justement, ils avaient été abordés dans les précédents tomes. Il y a ça. Dans un premier temps, il y a des films dont l'histoire avait déjà été abordée dans des précédents tomes. Il y a également des films, j'ai choisi des films qui ont été commercialisés comme étant basés sur une histoire vraie. Okay. Je donne l'exemple. Je n'ai pas retenu L'Exorciste, même si j'ai enquêté sur l'histoire qui a inspiré le film L'Exorciste. Pourquoi? Parce que le film, sorti en 1973, considéré encore aujourd'hui comme le film le plus terrifiant de l'histoire, ce film-là n'a pas été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. En fait, c'est une indiscrétion de l'auteur et scénariste du film. L'auteur, c'est William Peter Blatty, qui avait publié L'Exorciste, et c'est lui également qui a signé la scénarisation du film.
Et Blatty, en parlant avec des journalistes, a dit « Vous savez, cette histoire de l'exorcisme, je me suis inspiré d'un événement réel qui est arrivé près de chez moi. Il avait fréquenté le collège de Georgetown, en banlieue de Washington. Il dit, voilà, il y a une histoire qui s'est produite en 1949 à Georgetown et j'ai parlé avec des pères jésuites qui avaient été impliqués dans cette histoire-là ou connaissaient des gens impliqués. Et c'est à partir de là que j'ai bâti le scénario de l'exorciste. Ouais. Donc, même si ça a été construit autour d'une histoire vraie, le film n'a pas été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. Ce film-là a été écarté et d'autres... Voilà, et d'autres qui ont été ouvertement commercialisés comme basés sur une histoire vraie. J'ai choisi ceux-là. J'ai choisi aussi des films sur lesquels j'avais enquêté. Ouais, okay. Et j'ai choisi également des films qui avaient marqué aussi les téléspectateurs. Encore aujourd'hui, on me parle régulièrement du film The Entity, L'Emprise, ouais. Un film de 1983 que Martin Scorsese avait dit à l'époque être le film le plus terrifiant après L'Exorciste et probablement qu'il y a sûrement des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « Ah oui, je me rappelle de ce film, c'est l'histoire de cette dame qui disait être agressée sexuellement par une entité invisible qui était interprétée par Barbara Hershey. Il y avait des scènes qui étaient tout à fait terrifiantes dans ce film-là. C'est devenu un classique. C'est efficace, assez brutal, la musique, absolument. Ça, en question, ben ça, l'Entité, c'était justement... l'un des films que j'ai retenu. Un autre des sujets qui est abordé, puis on parlait de neurosciences tantôt, c'est celui qui est basé sur une expérience singulière qui a été dirigée par le docteur George Owen à Toronto en 1972. Oui. J'aimerais juste que tu nous en parles un peu davantage. C'est vraiment intéressant. Oui, parce que c'est amusant, parce que dans le cas du film, on parle ici d'un film qui s'intitule Les âmes silencieuses. Et le film est commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. Mais là, on est tellement éloigné du fait qui a inspiré le film que c'est à se demander là, comment on arrive à faire ce lien-là. C'est un peu comme si je décidais de commercialiser demain matin Jurassic Park en disant basé sur une histoire vraie, sous prétexte qu'il y a 250 millions d'années, il y avait des dinosaures. Fait que dans le cas des âmes silencieuses, on est très éloigné du fait divers. Mais le fait divers en lui-même, c'est une histoire, une expérience qui a bouleversé la parapsychologie et qui a bouleversé également notre vision de ce que l'on peut penser des fantômes. Pour faire rapidement le tour de cette histoire-là, on est au début des années 70. On a un groupe de chercheurs à Toronto qui est dirigé par le docteur Owen, qui vient d'Angleterre, qui s'est beaucoup intéressé au phénomène de poltergeist, donc des manifestations spontanées, coups dans les murs, meubles qui bougent, etc. Et ces gens-là, là, on est dans un cadre rigoureux, scientifique, bien documenté. On n'est pas là pour essayer de tirer la couverture de son bord. Non, c'est ça, puis on cherche à reproduire ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, ils sont partis au départ en se disant, est-ce qu'on pourrait reproduire ou faire apparaître un fantôme. Alors, c'était ça le mécanisme de départ. Ils ont décidé, pour s'assurer que c'était pas vraiment l'au-delà qui se manifestait, ils ont décidé de créer un faux personnage qu'ils ont appelé Philippe. Donc, ils ont inventé un personnage. Il s'appelait Philippe, il vivait dans l'Angleterre du 17e siècle, c'était un bourgeois, il était marié avec Dorothée, mais c'était une femme frigide, il a eu une aventure avec Margot, une bohémienne qui donc, ils ont écrit toute une biographie autour du personnage. Mais finalement, ils sont parvenus seulement à avoir des manifestations auditives, surtout. Hein? Je pense qu'ils n'ont pas eu d'apparition. Pendant une année, ils se sont réunis autour d'une table, tous les vendredis soirs, de 19h à 22h. Donc, il faut se soumettre à l'expérience. Donc, pendant une année, ils se sont réunis autour d'une table sans obtenir de résultats. Ensuite, ils ont changé un peu leur approche, ils ont changé un peu la dynamique du groupe, et assez rapidement, ils ont commencé à avoir des bruits d'abord dans la table, des grattements, et ensuite la table a commencé à bouger. Ce qui est absolument extraordinaire dans cette expérience, c'est que les mouvements de la table ou les coups frappés sous la table ou dans la table, parce que l'enveloppe sonore nous dit que ça venait de dedans la table, donc les manifestations obtenues, les réponses que donnait Philippe étaient toujours en accord avec sa biographie inventée. Quand on posait à Philippe des questions qui n'étaient pas dans sa biographie, il n'y avait pas de réponse. Et quand on améliorait la biographie en y ajoutant de nouveaux éléments, les coups résonnaient en fonction de ces ajouts. Ce qui montre bien que c'était une dynamique de groupe qui produisait la manifestation. On ne connaît pas la mécanique de ça. Donc, on ne sait pas. Évidemment, on pourrait parler d'énergie psychique, mais l'énergie psychique, qu'est-ce que c'est? C'est pas documentaire. C'est pas documenté, on peut pas la mesurer. Ça reste une théorie, mais ça démontrait que c'était pas nécessairement l'au-delà qui se manifestait. Donc, l'attente peut créer le phénomène, même si on comprend pas bien la mécanique qui est derrière ce possibilité d'un conditionnement. Et encore là, ça ne veut pas dire nécessairement que les fantômes n'existaient pas, parce que peut-être qu'il y a des pouvoirs psychiques qui permettent de produire ça, mais peut-être que, tu sais...
Donc, la question, avec l'expérience de Philippe le fantôme, ça l'introduit en fait un nouvel élément dans l'équation. C'est-à-dire que si on se retrouve, par exemple, je sais qu'à votre table, vous avez déjà reçu des chasseurs de fantômes. Bon, imaginons un groupe de chasseurs de fantômes qui se retrouvent dans un lieu soi-disant hanté. Il y a déjà au départ une privatisation sensorielle parce que généralement, ils font leurs investigations de nuit. Et là, il y a une attente. Je suis dans une maison hantée, peut-être qu'il y aura un coup dans le mur. Et soudain, lorsque le coup résonne, on crie rapidement au fantôme. Mais l'expérience de George Owen montre que le coup dans le mur, c'est peut-être pas forcément l'au-delà provoqué par l'équipe qui est sur place. Qui est sur place et qui a une attente du phénomène. Après avoir enquêté sur autant de phénomènes au Québec, lequel vous semble le plus important, mettons, comme phénomène? Moi, je dirais qu'il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans que les gens me questionnent sur l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure. Donc, vous avez déjà abordé le sujet ici. Donc, on est le 7 novembre 1990, une quinzaine de personnes réunies sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une piscine sur le toit de l'hôtel qu'on peut utiliser à l'année. Donc, malgré qu'on soit le 7 novembre, il y a des baigneurs et ces gens-là observent dans les nuages, en fait, sous la couverture nuageuse, une sorte de sphère entourée de lumière ambre. On parle de 6 ou 7 lumières ambre. Et là, il y aura un effet domino, c'est-à-dire que ces gens-là vont parler à la secouriste, la lifeguard de l'hôtel, qui, elle, à son tour, va en parler au directeur de la sécurité, qui, lui, va contacter le service de police de la police de Montréal, qu'on appelait à l'époque la CUM, Communauté urbaine de Montréal. Et là, les policiers du poste 25 vont se rendre sur place. Évidemment, eux s'attendent à prendre un rapport d'observation. Mais au moment de débarquer, ils voient le phénomène de visu. Oui, ils pensaient juste reprendre le témoignage des gens. Et là, ils arrivent là, ils le voient, le phénomène. Alors là, ils vont contacter leur supérieur, qui, lui, va se rendre sur place. Il est aux alentours de 20 heures à peu près. Là, on a tout ce beau monde. À un moment donné, on a à peu près une cinquantaine de personnes réunies sur la terrasse. Ces gens-là observent le phénomène et là, on va faire les premières vérifications aux aéroports de Dorval et de Mirabel. Mirabel qui était à l'époque en fonction. On va contacter également la base militaire de Saint-Hubert. Et là, tous les rapports sont négatifs. Il n'y a pas de vol à ce moment-là précis dans ce corridor aérien-là. Aucun objet qui fait du stationnaire au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Et il n'y a rien non plus qui apparaît sur les radars. C'était pas détecté par les radars. Non. Alors, à ce moment-là, comme le ciel est de juridiction fédérale, les policiers de la CUM vont avoir le réflexe de contacter leurs collègues de la GRC qui, eux, effectivement, ont une règle précise à respecter lorsqu'il s'agit d'observation de phénomènes aériens insolites. Donc, on va envoyer un agent sur place, l'agent Luc Morin, qui, lui aussi, va observer le phénomène. Il arrive aux alentours de 21 heures. Le phénomène est encore très visible. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que va débarquer aussi un photographe du journal La Presse, Marcel Laroche, qui va prendre une photographie de la manifestation. Mais d'ailleurs, vu que ça s'est passé à Montréal, c'est pas surprenant. Ce que j'ai compris, c'est que c'est seulement la photo du journaliste de la presse qui nous reste de cet événement-là. Oui, effectivement. Mais c'est assez amusant parce que, bon, le phénomène semblait être vu par beaucoup de gens. Ouais. Il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont photographié. Moi, malgré les appels au public, je n'ai jamais vu d'autres photographies du phénomène. Je sais que des gens l'ont filmé. Des gens de Toronto se trouvaient sur place. Okay. Ils ont filmé la manifestation. Il y avait un mariage à cette époque-là. Et comme c'était des gens de la communauté chinoise de Toronto, j'ai fait paraître une annonce dans les journaux de chinois du quartier chinois de Toronto, mais je n'ai pas eu de retour d'appel. Okay. Donc, pour l'instant, il ne reste comme évidence photographique que la photographie de Marcel Laroche. Et le rapport de la GRC, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le rapport? Donc le rapport de la GRC, les deux corps policiers ont rempli des rapports, police de la CUM, le rapport de la GRC. Le rapport de la CUM a été détruit parce que ce n'était pas de juridiction fédérale, donc éventuellement le rapport a été éliminé. Le rapport de la GRC est toujours disponible aux Archives nationales à Ottawa, où sont gardés en fait tous les rapports colligés par la Gendarmerie royale depuis 1967. Donc le public y a accès? Voilà, donc de 1967 jusqu'au milieu des années 90 à peu près, à cause de coupures budgétaires, mais jusqu'au milieu des années 90, la GRC a colligé l'ensemble des observations d'OVNI à travers le pays, et ces observations étaient envoyées au Centre national de la recherche à Ottawa, parce qu'on s'intéressait aux météorites. Il y a une observation d'OVNI, potentiellement un météorite. C'était l'objectif. Donc, c'était l'objectif. On envoyait le rapport à Ottawa, on étudiait le contenu. Si on avait l'impression qu'il pouvait s'agir d'une météorite, on pouvait envoyer un enquêteur sur place. À défaut, l'observation était classée dans un dossier appelé « Objet non météoritique ». Et ces dossiers-là, ces milliers de rapports, sont accessibles au public en tout temps aux Archives nationales à Ottawa. Bon, il ne reste malheureusement
plus de temps, mais juste dire rapidement que les 3 premiers tomes de L'Enquêteur du paranormal vont être adaptés en série. En série à Historia. télé. Oui, à Historia. C'est qu'une chaîne historique s'intéresse. Oui, mais Historia, on le sait maintenant, fait dans les ovnis, les fantômes et tout le reste. Donc, j'ai pas le câble, donc ça va un peu dans ce sens-là, effectivement. Donc, c'est à partir de l'automne 2016, L'Enquêteur du paranormal à la télévision. Une série de combien d'épisodes? Là, pour l'instant, on parle de 8 épisodes. Parfait, on va surveiller ça. Sinon, on mentionne la sortie récente de ce livre, oui. L'Enquêteur du paranormal au cinéma, aux éditions Publistar. Oui. Donc, il est accessible depuis le 14 mars. Le 16 mars, mercredi 16 mars. Dans les librairies, alors on vous le conseille fortement. Donc, un gros merci pour d'avoir Ça me fait plaisir. Et bonne suite dans tous vos projets. Voilà. Merci. Donc, c'est maintenant le temps d'aller à la pause. On reçoit tout de suite après Élise Lucien-Henri Pain qui vient nous parler d'une série de livres adaptés sur H.P. Lovecraft aux éditions Bragelonne. De retour à l'étrange programme, nous recevons maintenant Élise Lucien-Henri Pain qui vient nous parler d'H.P. Lovecraft. Oui. Disons ça comme ça. Ouais, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Fait qu'on est très ambitieux aujourd'hui. Oui, on parle de 3 gros livres. On parle de 3 gros livres. Fait qu'on va essayer de faire ça le plus concis possible et de ne rien oublier parce que Lovecraft, on parle vraiment d'un monument de littérature, donc c'est assez intimidant de venir ici et d'en parler. Pour commencer, on peut peut-être dire rapidement qui est H.P. Lovecraft. Qui est H.P. Lovecraft? Écoute, moi, avant d'être un auteur, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une œuvre gigantesque, c'est aussi un épistolier. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit plus de 100 000 lettres et qui avait des correspondants qui étaient aussi très célèbres, dont Robert Bloch et Robert E. Howard, donc Monsieur Psycho et Monsieur Conan le Barbare. C'est ça. Et beaucoup d'autres auteurs aussi. Et ensemble, ils ont formé, en fait, un espèce de cercle. Donc, moi, les livres que je viens de présenter ici, les 2 premières anthologies, c'est Cthulhu, le mythe. Et ces auteurs-là ont contribué à créer ce mythe-là de Cthulhu. Okay. Donc, qui est vraiment là, un pivot central dans l'œuvre. Oui, bien c'est ça. En fait, c'est que H.P. Lovecraft a créé son mythe par lui-même au départ, a écrit beaucoup de nouvelles là-dessus. Et beaucoup d'auteurs ont contribué. Et pendant, je pense, sa vie, mais surtout suite à sa mort, il y a Auguste Delettre, je pense qu'il s'appelle, c'était l'éditeur qui éditait les œuvres de Lovecraft, a demandé à plein d'auteurs. Parce qu'il y a plein d'auteurs qui ont... Puis il y en a plein d'autres. Tu sais, t'as Brian Lumley, t'as Ramsey Campbell, t'en as beaucoup. Bloch, que tu parlais tantôt, on avait Bloch, oui, donc vraiment... Mais là, dans ces livres-là, les 2 qu'on a ici, du Cthulhu, est-ce qu'il y a des histoires, est-ce que c'est seulement des histoires écrites par H.P. Lovecraft? C'est juste de H.P. Lovecraft, oui. Parfait. Donc, en gros, là, je vais vraiment résumer ça grossièrement, mais Cthulhu, le mythe, c'est qu'à l'origine du monde, on parle vraiment des millions d'années, la Terre était occupée par des espèces de créatures monstrueuses venues de l'espace, qui sont depuis tombées en léthargie. Mais des fois, tu vas avoir un personnage, souvent un scientifique ou bien un explorateur, qui va trouver le moyen de comme percer le voile et d'avoir un aperçu de ce pouvoir-là qui existe, qui éventuellement, les grands anciens, on sait qu'ils vont se réveiller. Là. Ouais. Mais puis souvent, cette découverte-là, c'est tellement énorme pour nous, les humains, là, qui sont vraiment minuscules, que ça va les rendre fous ou ça va les tuer ultimement. Donc ça, c'est vraiment un résumé là, très, très, très grossier de ce qu'est. Donc, en gros, il a créé son propre panthéon de dieux et de divinités. Panthéon, oui, sa diégèse, et de démons, etc. Et c'est ça. Et la plupart de ces histoires tournent autour de ça. Donc, moi, j'avais déjà lu le premier tome. J'ai appris lorsqu'on a parlé de la chronique qu'il y avait un 2e tome. Oui. Donc, est-ce que le 2e tome est aussi intéressant que le premier? Est-ce que c'est juste complémentaire ou est-ce que c'est... Dans le premier, tu as 9 nouvelles. Dans le 2e, tu en as 13. Okay. Ou à moins que ça soit l'inverse, mais bon, en tout cas, on s'entend. Dans les 2 cas, tu as un dossier image. Donc, ici, dans le premier, on va avoir 16 pages avec des photos de lieux qui ont inspiré l'auteur. Dans le 2e, c'est des illustrations par Loïc... j'oublie son nom. Loïc Musy, qui a aussi fait les couvertures. Okay. Dans le premier, tu as aussi une introduction de Jérôme Boucault, qui fait un survol de l'œuvre, qui ne se retrouve pas dans la 2e. Malheureusement, c'est un survol que je n'ai personnellement pas apprécié. J'ai trouvé qu'il était un petit peu amateur. Je ne sais pas si tu en gardes
le souvenir que tu en gardes, mais c'est Non, je un sais peu... pas. Ouais, c'est ça, on sort du coq à l'âne beaucoup. L'auteur se permet des envolées romanesques qui n'ont pas vraiment leur place et il commet le sacrilège, si tu as un background en études littéraires, de confondre l'auteur et l'homme. Donc, il va beaucoup nous dire des trucs genre les grands anciens sont la personnification de son monde intérieur et tata. Ça, OK. ça, Il y a c'est... une interprétation, finalement, au Ouais. niveau de son œuvre Ouais. que Fait tu as trouvé douteuse. Que j'ai trouvé douteuse. OK. Mais, tu sais, si, pour quelqu'un qui connaît pas Lovecraft, qui connaît pas le mythe de Cthulhu, mais ça peut quand même être une porte d'entrée, tu sais, disons, un premier pas vers des œuvres, des études plus sérieuses. Là. Mais c'est ça, moi j'avais déjà beaucoup de livres, puis je dois avouer que j'ai acheté ça pour l'objet avant tout. C'est Oui, vraiment c'est des un- beaux c'est- livres. oui. Les photos à l'intérieur du premier tome que tu parles, justement, c'est des photos qui ont inspiré les œuvres d'H.P. Lovecraft. Je ne sais pas si on l'avait souligné, mais il vient de la Nouvelle-Angleterre. Donc, Oui, il vient du Rhode Providence, Island, des photos de Providence, ouais. Salem, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Puis des photos d'époque aussi, hein, c'est important. Oui. On dit Donc, quelle époque, Lovecraft, à peu près? Ah, 1890 à 1937. OK. Il Ouais, me il est semble. mort autour il y avait une Ouais. quarantaine d'années quand il est décédé. Oui, la Il fin était un cancer. quarantaine, cancer du côlon. Et il a écrit tout ça en tabarouette. Ah, il a En écrit plus plus que que ça. il fait, Mais ça, c'est pas lui, ça, c'est autre chose. OK, On va en parler parfait. après, mais il a Excellent. écrit plus que ça. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport aux deux tomes? C'est des nouvelles traductions. Ah oui, il y a des Ouais. nouvelles traditions. Ouais, puis c'est quoi que ça apporte? On a un travail au niveau, on veut essayer de rendre le texte plus fluide, sans perdre évidemment la complexité originale, parce que Lovecraft, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les syntaxes alambiquées. Donc, c'est quelqu'un qui aime faire des longues phrases, puis il faut que tu les relises pour pouvoir les démêler. Sa prose est lourde. C'est pas nécessairement quelqu'un qui C'est- écrivait super bien. Non, je suis d'accord avec Non, toi. C'est Ouais, ça. ouais, C'est ouais. l'univers qui nous dépeint qui était... Oui, parce que effectivement, Lovecraft, ça devient lourd. Et est-ce que la traduction est efficace? Oui. À l'intérieur de ces livres? Oui, justement, ils ont fait un beau travail de faire en sorte que ça soit plus fluide, mais c'est sûr que ça reste quand même, tu sais, c'est une traduction, on veut pas perdre de vue le texte original, ça ressemble à du Lovecraft, mais tu sais, plus allégé, plus... Puis tu as aussi un travail au niveau de la conjugaison, là, ça, j'en parlerai pas trop, mais des temps de verbes qui changent. Mais le plus gros changement, c'est vraiment les titres. Ah ouais? Les titres. Donc, on a, par exemple, les montagnes... The Mountains of Montagnes Madness en hallucinées. anglais, les montagnes hallucinées. Ici, ça s'appelle les montagnes de la démence. Ah, OK. De Pour se color, rapprocher du pour titre, se rapprocher. The Color Out of Space, qui était la couleur tombée du ciel. Ici vient la couleur venue d'ailleurs. OK. Donc, des changements. Ça, c'est vraiment le truc qui saute le plus aux yeux quand tu abordes la Mais il traduction. n'y a aucun inédit. Il n'y a aucun aussi... parce que Bragelonne a fait aussi... repris une grosse collection sur Robert Howard. Ok, Et il y je avait savais des textes non terminés, tout ça, Non. donc rien de ça. Non, t'as rien de ça ici. OK. Non. On va parler On va maintenant passer du au, ouais. Necronomicon, oui. Oui. Et là, je vois un Necronomicon, il y a comme un 1 dans les hauts. Non, ça n'a rien à voir. OK, c'est juste une façon d'écrire. OK. Je me une disais belle peut-être que façon ça aussi, gothique c'est un volume d'écrire. 1, non? Non. Ouais, non, ça, c'est vraiment l'intégrale. Donc, en fait, l'œuvre de Lovecraft, c'est beaucoup de la fiction, mais qui passe pour de la réalité inventée. Par exemple, tu sais, la ville d'Arkham en Nouvelle-Angleterre, au Massachusetts. Oui. Il y a aussi l'Institut Miskatonic et le Necronomicon, donc qui est une espèce de grimoire qui a été écrit au 8e siècle, je crois. Oui, 750 après Jésus-Christ, Ouais, donc c'est le ouais. 8e siècle, Ouais. c'est ça. Puis de Abdul... Abdul al-Azred, Voilà. qui est l'arabe fou. Donc, ensuite, le Necronomicon s'est beaucoup promené, il a disparu, il est réapparu, il y a eu une traduction grecque, il y a eu une traduction latine, une traduction allemande, et éventuellement une traduction anglaise. Le Necronomicon, ça n'existe pas, c'est un faux livre. Ben, c'est ça, Mais- c'est ce que... Normalement, c'est un livre qui a été créé par H.P. Lovecraft, mais il semble que certaines personnes du milieu ésotérique croient que c'est un vrai livre. Oui, il y a des gens qui y croient vraiment, puis il existerait, selon l'univers de Lovecraft, il Et là, c'est existerait abordé 4 comment, exemplaires. c'est abordé comment cette Ça, c'est une édition-là? édition commerciale. Est-ce qu'il essaie de nous faire croire que c'est vrai ou au contraire, ils disent tout en partant non, on sait que Non, c'est pas c'est vrai? ça. Ça, c'est vraiment une édition qui prétend être vraie. OK. Donc, c'est une édition qui est apparue en 1977. On ne sait pas, c'est anonyme, c'est supposément écrit par le moine Simon. Évidemment, si tu vas fouiller du côté des droits d'auteur, tu peux savoir à peu près c'est qui l'a écrit. Tout serait en fait le texte original du Necronomicon, donc y compris les témoignages de l'arabe fou, des sortilèges. T'as une bibliographie aussi à la fin. T'as des tables célestes aussi pour pouvoir être certain que les étoiles soient bien alignées quand tu fais tes rituels le soir, qui va jusqu'en 2018. Mais t'as l'introduction du moine Simon, OK. qui, elle dure à être assez longue, là. Elle va vraiment retracer l'histoire du Necronomicon et va le mettre en contexte aussi. Fait que ça donne vraiment beaucoup de crédibilité parce que tu regardes,
il va parler, par exemple, de mythologie mésopotamienne, il va parler de la Wicca, de satanisme, de judaïsme, puis te parler du Necronomicon en contexte avec des trucs qui sont vraiment passés, par exemple, l'occultiste Aleister Crowley. Aleister, c'est pas ça son nom, Aleister, excuse-moi, Crowley. Fait qu'il te met ça comme si c'était vraiment vrai, de sorte que si tu le savais pas, tu tombais sur ce livre-là par hasard dans une bibliothèque, tu pourrais très bien penser que c'est effectivement... Et pour un amateur... qui n'est pas un amateur d'ésotérisme, mais qui est amateur d'H.P. Lovecraft, est-ce que c'est intéressant ou c'est plus une arnaque puis ça vaut pas la peine d'acheter ce gros volume-là qui doit pas être donné? Non, c'est pas donné, mais moi, je te dirais que oui, ça vaut la peine. Ouais. Et, tu m'en voudras pas, je ne l'ai pas lu de A à Z. J'avoue que... mais l'introduction à elle seule vaut le détour, parce que si tu oublies le côté que, justement, le Necronomicon, c'est pas vrai, là. C'est vraiment une étude qui est poussée, puis ça donne matière, ça t'envoie vers d'autres voies pour poursuivre ta recherche sur la sorcellerie, par exemple. Mais est-ce que tu as essayé des sortilèges? Je n'ai rien essayé. J'ai eu trop peur. J'ai pas osé. Tu as été marqué par la petite annotation en début de livre. Oui, c'est super cute. Si tu regardes dans les fine prints au début... Que l'on ne lit jamais. Oui, qu'on lit jamais, mais que des fois, il y a des personnes zélées comme moi qui lisent. Ouais. Tu as une mention de l'éditeur qui se défait de toute responsabilité si la fin du monde s'en suivait à cause de la mauvaise utilisation des sortilèges. L'éditeur décline toute responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait des sorts cités dans ses ouvrages. Fait que c'est vraiment le livre c'est pas une arnaque, là. Ça se présente vraiment comme quelque chose de... c'est en étude, mais tu comprends. C'est vraiment supposément le vrai Necronomicon. Parfait. Bon, mais merci beaucoup, Élise, pour cette chronique éclair sur les éditions Bragelonne. Oui. Sur le Necronomicon, les 2 tomes du Cthulhu. Oui, il y a beaucoup à dire, fait que j'espère avoir fait un pas pire sommaire. Bon survol, c'est bon. Parfait, merci. Merci. Merci en fait à vous deux. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission ce soir. Donc, merci à toute l'équipe en studio et merci aussi à vous à la maison. À la semaine prochaine.